Bonjour, bienvenue dans Immédiat, le Mag Média. Cette semaine, je remplace Nicolas Faure. Nicolas Faure remplace Jean-Yves Le Gallou. Et on part tout de suite sur le sommaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. On passera d'abord par l'image de la semaine, comme c'est devenu une habitude, avec le pique-nique des Traoré. On évoquera ensuite quand le Rwandais incendie, les médias en fument. C'est votre formule, elle est très bonne. Ensuite, on passera à la revue de presse en évoquant les cas d'Eugénie Bastier et d'Alice Coffin. Et enfin, criminalité, qui sont ces fameux jeunes. Immédiat numéro 309, c'est parti. Nicolas, l'image de la semaine, c'est celle d'un pique-nique militant organisé par Assa Traoré en hommage à son frère Adama. Oui, alors ce qui frappe immédiatement quand on regarde les images, c'est le peu de gens qui sont présents à ce pique-nique militant, qui était quand même l'événement qui suivait la grande manif Place de la République, avec des milliers de personnes. Là, on est très très loin de ça. Alors, c'est une faible mobilisation qui peut s'expliquer par le format, qui est peut-être différent et moins mobilisateur, mais aussi et surtout par le fait que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a considéré que Kevin, qui était le co-détenu d'Adama lorsqu'il était en prison, avait bien été victime de viol à de multiples reprises. Et donc, le hashtag Adama violeur sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, a fait florès et a gêné certainement beaucoup de soutien d'Adama Traoré et d'Assa Traoré, ce qui peut expliquer cette baisse de mobilisation. On a par exemple l'attitude gênée de Rokhaya Diallo sur Twitter, qui a fait 2 tweets pour s'expliquer en disant qu'elle continuait à soutenir et qu'il fallait dissocier finalement le violeur de la victime l'œuvre policière. De l'artiste, oui. Et c'est un petit peu la même chose. Mais elle n'a pas participé à cet apéro saucisson Pinard Traoré. Je ne sais pas si elle était, je ne pense pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette attitude qui est quand même gênée, parce que justifier Rokhaya Diallo, c'est pas dans son habitude, clairement. Donc là, elle le fait. Ça montre qu'il y a, quelque chose d'un peu pourri chez les Traoré et que même ses soutiens les plus fervents s'en rendent bien compte. Et finalement, c'est le déboulonnage d'un symbole créé médiatiquement, celui d'Adama Traoré et surtout celui d'Assa Traoré qui a fait les unes de tous les magazines possibles et imaginables. C'est donc un tournant dont il faut se réjouir. Les réseaux sociaux ont une fois de plus participé à déconstruire le récit médiatique et c'est plutôt positif. Sans transition aucune, on va passer au premier sujet. Celui du Rwandais. Quand le Rwandais incendie, les médias en fument. La semaine dernière, nous avions évoqué la cathédrale de Nantes incendiée. Un clandestin rwandais avait été placé en garde à vue avant d'être relâché. Jean-Yves Le Gallou, qui était avec moi, s'était montré prudent sur cette libération. On regarde ça. C'était l'homme qui, au fond, assurait un peu la sécurité, en tout cas fermait la cathédrale. Bon, voilà. Alors, il a été mis hors de cause, en tout cas pour le moment, puisque après sa garde à vue, il a été relâché. Alors effectivement, Jean-Yves Le Gallou a été prudent. Il a déclaré que le clandestin rwandais a été mis hors de cause pour le moment. Donc ça, c'est la prudence de Jean-Yves, qui sentait bien qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait. Et en fait, c'est un petit peu le rôle d'Immédiat, c'est de présenter les faits d'abord, bien entendu, mais toujours d'apporter un regard critique. Un regard critique qu'a eu Jean-Yves. Il avait raison d'être prudent, finalement, puisqu'il y a eu un aveu. Et effectivement, ce clandestin rwandais a finalement avoué avoir allumé cet incendie destructeur. Il faut savoir que cet homme, il avait déjà fait 24 heures de garde à vue, mais des vérifications devaient être faites, notamment sur son emploi du temps. Il a donc été interpellé une deuxième fois pour une prolongation de cette garde à vue. Et finalement, il a effectivement reconnu être à l'origine des 3 départs de feu dans la cathédrale. Il a donc été écroué. Et après cet aveu, difficile de ne pas noter que les journalistes avaient été très prudents sur sa culpabilité possible, voire qu'ils s'étaient réjouis de le voir libéré une première fois. Oui, effectivement, Olivier, avec par exemple, il y a eu plusieurs exemples, mais celui-là est assez frappant. Jean-Eudes Gana, qui reprochait à un journaliste de Ouest France, sur Twitter, d'avoir caché le profil et notamment le fait que c'était un clandestin rwandais. Ce à quoi le journaliste lui répond: il n'y a pour l'instant aucune certitude que cet homme soit l'auteur des faits. On n'a aucune idéologie contrairement à vous qui vous nourrissez du chaos en jouant sur les peurs. Donc il s'adresse à Jean-Eudes Gana, qui est responsable associatif sur Angers. Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est
vu que ce suspect n'est pas encore condamné, eh bien, on n'a pas l'obligation de présenter son profil, qui il est exactement. Ce qui est complètement hallucinant, puisque c'est un suspect dans une affaire importante. Il est évident que son profil doit être exploré un minimum. C'est quand même la moindre des choses. Et ce journaliste qui dit nous, on n'a pas d'idéologie, on fait juste du factuel. Ben non, c'est justement par idéologie immigrationniste qu'il refuse d'évoquer le profil de clandestin rwandais de ce suspect, qui à l'époque était encore entendu en garde à vue, mais c'est quand même une information importante qui aurait dû être donnée. Donc c'est une désinformation. On a l'impression qu'ils n'en ont même pas conscience. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font et qu'ils ont effectivement choisi, par idéologie immigrationniste, de cacher cette identité du clandestin. Autre exemple de journaliste qui s'était réjoui un petit peu du fait que le clandestin n'était pas coupable comme dans un premier temps. On a Thierry de Cabarrus, qui est un ancien journaliste à la retraite aujourd'hui. Il a du temps. Oui, il a du temps pour lui, du temps pour tweeter. Et il écrit « Le servant de messe rwandais a été remis en liberté sans aucune poursuite. On attend désormais les excuses des bavards complotistes et accusateurs. » Donc il cite le Rassemblement National, Debout la France et l'ensemble des patriotes, tant qu'à faire. Et finalement, une fois que la réalité lui donne tort, puisque le clandestin rwandais a finalement avoué dans un second temps, eh bien, son tweet, c'est pas un tweet d'excuses comme il en réclamait, c'est un tweet qui est le suivant. « Attendez-vous à voir exulter la fachosphère. Le bénévole de la cathédrale a reconnu avoir allumé l'incendie. » Donc, il y a deux choses qui sont intéressantes. Premièrement, c'est le deux poids, deux mesures. Il attend des excuses des patriotes qui ont pointé du doigt le fait que ce soit un clandestin. Et lui, quand il se rend compte qu'il est coupable, ce clandestin, il ne présente aucune excuse, bien entendu. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un journaliste à la retraite et qui dit donc tout à fait librement ce qu'il pense, et ce qu'il pensait peut-être même avant. Et c'est sans doute assez représentatif, cette tirade, de l'état d'esprit général des journalistes qui sont, eux, encore en service. Alors, une fois l'aveu passé, il semblerait que les médias ont eu beaucoup de mal, cette fois-ci, à trouver un motif. Oui, alors c'est la question du motif. Pourquoi ce clandestin rwandais avait-il incendié la cathédrale de Nantes ? France Info nous écrit « L'incompréhension domine ». Avec la parole qui est donnée au sacristain de la cathédrale, « Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça ». Les journalistes qui abondent, a-t-il agi par dépit ? C'est ce que les enquêteurs tentent de déterminer. Sonia Boujama, journaliste de France Télévisions, ajoute « Nous n'en savons pas plus sur les motivations du suspect ». C'est donc le mystère total, sauf pour certains journalistes, comme par exemple pour RFI, qui semble plus au courant que France Télévisions de ce qui s'est passé, avec finalement la mention, la révélation d'un email qui a permis à la police de voir les choses au clair. Dans ce long courrier électronique, écrit par le clandestin rwandais, l'homme explique les raisons de son geste. Il dit avoir poussé des cris de détresse. L'homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Dans son mail, il dit sa rancœur auprès des différentes personnalités qui ne l'ont pas soutenu dans ses démarches administratives. Le motif, en fait, est donc assez clair, malgré le mystère qui semble planer pour beaucoup de journalistes français. En tout cas, il y a une partie du motif qui est claire, c'est bien le fait qu'il ait vu sa demande d'asile refusée. Donc voilà. Alors, si ce motif est caché par les médias, c'est tout simplement parce qu'ils sont très gênés de voir là ce que TV Liberté appelait un crime de l'immigration. Et c'est effectivement ça, c'est par peur d'accepter que un clandestin ait incendié une cathédrale, on lui trouve... on a du mal à pointer du doigt le vrai motif qui, pourtant, est assez évident. Et en plus, ça leur empêche de travailler en fait d'écarter une thèse qui était celle de l'attentat, qui pouvait être évoquée, et finalement, grâce à ces éléments révélés par RFI, il n'y a pas d'attentat. Ouais, mais alors c'est le grand écart journalistique, puisqu'ils auraient été heureux de voir que c'était pas un attentat islamique, mais finalement c'est un crime, qui est lié au caractère d'immigré de la personne. Donc les journalistes ne savent pas quoi faire, donc ils préfèrent rester dans le flou. C'est plus confortable pour eux. Alors la très forte présomption d'un geste lié à son refus de demande d'asile n'empêche pas les médias de donner la parole à des paroissiens qui, eux, se montrent très angéliques, comme on va le voir sur cette vidéo. Quelqu'un de très discret, charmant au demeurant. C'est quelqu'un qui a voulu, qui je crois dans cet acte, a voulu dire écoutez-moi, entendez-moi. Je ne peux pas imaginer que ça puisse pas être autre chose qu'un geste de désespoir. Alors, je pense même qu'il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il a fait. Il a sûrement voulu faire quelque chose il a voulu crier sa douleur, mais sûrement plus modestement, je pense.
il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Lui. Écoutez Olivier, c'est un grand classique, hein. Les médias donnent toujours la parole à des gens qui ne comprenaient pas pourquoi cette personne a commis un tel geste. Donc là, ça serait un geste de désespoir. Mais en fait, non, manque de peau, on le sait. L'une des parties au moins du motif, c'était effectivement ce refus de cette demande d'asile. Donc le motif est quand même clair et assumé, mais on essaye toujours de trouver un moyen de mettre un peu de flou dans tout ça. Et une fois de plus, les médias ont, semble-t-il, ont voulu gommer en tout cas le fait que l'incendiaire soit un clandestin. Oui, effectivement, c'est la suite logique de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Dans les articles, eh bien, la mention du terme clandestin est extrêmement compliquée à trouver. On a par exemple France Info, le bénévole, l'homme, un bénévole, cet homme, tous ces termes qui permettent de désigner le clandestin rwandais sans faire état justement de son profil d'immigré clandestin. Alors on a quand même dans cet article de France Info une petite mention d'un Rwandais venu se réfugier en France, mais c'est extrêmement léger. Sinon on a le bénévole, le servant d'hôtel, collaborateur, bénévole. Le bénévole, l'homme, enfin bref, c'est... On entend souvent parler d'individus d'extrême droite, mais pour les incendiaires, ce sont des hommes. Ouais, des hommes ou des bénévoles, pour le coup, ce qui est encore plus amélioratif dans son cas, puisque ça met en avant le côté qu'il se dévouait gratuitement pour la paroisse. Et puis on a CNews qui fait encore plus fort que France Info, puisque là, aucune mention du fait qu'il soit rwandais. On a le suspect bénévole, mise en examen, l'homme, un bénévole, cette même personne, etc. Donc, les médias ont tout fait pour occulter le profil de l'incendiaire, le fait que ce soit un clandestin rwandais. C'est une attitude qui est absolument incroyable. Mais pourquoi justement avoir cette attitude ? Alors, il y a un élément de réponse qu'il est possible d'avoir. Je vous propose de regarder une petite vidéo. C'est un extrait de la conférence de presse de l'avocat du clandestin rwandais et on va essayer de comprendre. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais concernant l'obligation de quitter le territoire, vous pouvez nous confirmer ou pas? Je ne veux pas rentrer dans le débat des questions administratives, ça alimente notamment la fachosphère, c'est pas... C'est pour ça que c'est important de clarifier les choses. Oui, d'accord, j'entends bien sur le principe, mais je ne suis pas responsable des agissements de quelques-uns et j'ai mes propres obligations, on doit tous essayer maintenant de trouver de l'apaisement. Aussi pour ces personnes-là, je pense qu'elles peuvent tout à fait comprendre, ils font partie de la société comme nous et je suis sûr qu'ils vont comprendre les éléments qu'il y a et qu'ils vont se satisfaire aussi de l'avancée de l'enquête en l'état actuel. Alors déjà une petite remarque de forme, il n'a pas l'air très convaincu, il n'a pas l'air très habile dans la défense de son client, il est très flou, comme les médias. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle pour le clandestin rwandais qui, à mon avis, n'a pas choisi le meilleur avocat. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est sa justification pour cacher le fait que son client était un clandestin. Eh bien, il dit « ça alimente la fachosphère, donc il ne faut pas le dire ». Voilà, c'est ça son propos, clairement. Alors, c'est un raisonnement qui est évidemment caricatural, mais finalement, c'est celui de la presse, en fait, globalement, même si c'est sans doute un peu moins fort chez la presse, parce que là, chez l'avocat, on sent qu'il veut défendre son client. Mais globalement, c'est le même raisonnement. Et on le voit d'ailleurs dans la manière dont la journaliste pose la question au début de l'extrait. Elle prend des grosses pincettes, elle sait que c'est un sujet sensible, et finalement, ça l'est tout simplement. Alors l'incendiaire est-il le seul responsable du drame de la cathédrale de Nantes? Les médias se sont montrés discrets sur d'éventuelles failles du gouvernement d'un côté, mais aussi du diocèse, alors que les médias ont généralement pas trop de scrupules pour dénigrer l'Église. Là, quand l'Église est dans cette situation-là, il n'y a aucun problème. Alors, c'est effectivement quelque chose qui a été noté, notamment par le JT de TV Liberté de ce lundi, qui présentait de manière très claire les responsabilités de l'évêché. Alors, c'est un élément que les médias ont globalement omis, même s'ils l'avaient quand même, ils l'ont quand même mentionné parfois, comme par exemple ici Ouest France qui écrit « Le bénévole était protégé par l'évêché qui avait demandé au préfet de la bienveillance concernant son dossier et son avenir », ce qui a priori n'a pas suffi. Donc on a quand même les médias qui ont omis de parler de cette responsabilité de l'évêché qui a effectivement été très impliqué dans la défense de ce clandestin. Alors certains se sont quand même posé la question. On a Guillaume Point, qui était journaliste au Figaro, qui parle d'un laxisme extraordinaire. On a Gabriel Robin de l'Incorrect qui tweet « L'incendiaire de la cathédrale de Nantes était en situation de clandestinité. Il était protégé par l'évêché. » On voit donc qu'il y a quand même certains journalistes, l'Incorrect c'est plus compréhensible, qui mettent les doigts sur le problème. Mais globalement, les médias ont du mal à attaquer frontalement toutes ces questions-là parce qu'ils sont dans la gêne, parce qu'ils sont confrontés à un clandestin qui a commis un acte très grave. Et donc, ils sont tiraillés entre l'envie d'informer et surtout l'envie de protéger leur idéologie immigrationniste. Alors, d'autres médias, les médias alternatifs, c'est le cas de Braise Info, tirent des conclusions qui sont plus audacieuses ou en tout cas qui permettent de relancer le débat.
Oui, qui permettent d'ouvrir le débat, clairement, avec Brésinfo qui a publié un article, ce que nous apprend l'incendie de la cathédrale de Nantes, dans lequel il y a 3 conclusions, hein, grossièrement, qui sont annoncées. C'est des conclusions qui sont lapidaires, mais qui sont intéressantes. La France est une passoire, c'était la première conclusion. La seconde, l'Église conciliaire est rongée par le marxisme culturel. Et enfin, le problème est ethnique et non pas religieux. Alors, c'est très vif comme article, qui est plutôt de l'opinion par ailleurs, mais ça permet de se poser des questions, d'ouvrir des champs de réflexion, et surtout, eh bien, la presse alternative, là, joue son rôle un petit peu d'aiguillon intellectuel face à la paresse ambiante des journalistes qui, eux, se contentent complètement d'occulter les choses et de ne pas ouvrir des débats qui pourraient être dérangeants. Donc là, un coup de chapeau à Brésinfo qui publie un article très intéressant. Et enfin, et ça contrebalance un petit peu ce tweet d'André Berkoff qui officie sur Sud Radio notamment, Valeurs Actuelles, etc., qui tweet « J'ajoute pour éliminer toute confusion que la nationalité et l'origine du bénévole n'ont ici pas d'importance. Ce qui compte, allons-nous, chrétiens ou non, continuer d'accepter que les racines culturelles et cultuelles de la France partent en fumée ?» Alors, André Berkoff, qui est excellent par ailleurs, là, il y a peut-être un petit biais dans le raisonnement parce que finalement, si les extra-européens sont surreprésentés dans ce genre de crimes contre la France, etc., bah, il faut le savoir parce que ça peut avoir un intérêt, ne serait-ce que sociologique. Donc, l'origine de l'incendiaire a quand même une importance. Et c'est d'ailleurs bien parce que cette origine, elle a une importance que les médias font tout pour la cacher. Passons à présent à la revue de presse. Alors cette semaine, le drame qui a touché la famille d'Adrien Pérez est revenu sur le devant de la scène médiatique. Ah oui, c'est Valeurs Actuelles qui en parle. Hein. La mère d'Adrien Pérez, sauvagement assassinée le 29 juillet 2018, crie son désespoir alors que l'un des 3 prévenus doit être remis en liberté prochainement. C'était dans le cas la décision d'un juge. Il y a eu un appel qui a été formé, donc on va voir la décision. Mais en tout cas, ce qui est certain, déjà ce qui donne un petit peu de tort à ce que vous dites, c'est c'est revenu sur le devant de la scène médiatique. En réalité, lors de sa mort, il n'y avait pas eu de médiatisation immédiate. Ce sont les réseaux sociaux qui s'étaient motivés, notamment ceux que certains dénigrent en appelant la fachosphère, mais ils s'étaient mobilisés pour faire connaître ce crime. Et les médias, à l'époque, avaient eu peut-être un petit peu effrayé à l'idée de nommer Yanis El Habib, qui est le coupable présumé. En tout cas, il n'y avait pas eu de médiatisation à la base. Et sur cette libération possible, il n'y a pas non plus de médiatisation à outrance. Ça nous rappelle un peu le cas de Marin, qui avait été agressé à Lyon, et c'était la situation exactement similaire, qui avait quand même eu un petit peu plus d'audimat médiatique, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient mobilisés, notamment Pascal Praud. Et là, on est quand même sur une quasi-occultation médiatique. Alors, beaucoup moins sombre, même plutôt drôle. 52 étudiants en école de journalisme ont été sélectionnés pour un CDD durant l'été chez France Télévisions. Et cela a provoqué une polémique sur Twitter, parce que vous pouvez le voir, ils ne sont pas très France 98, quoi. Non, effectivement, c'est la polémique sur Twitter, alors dans le camp de la gauche de Twitter, puisque, effectivement, comme on le voit sur cette photo, eh bien, les stagiaires sont... Enfin, les étudiants sélectionnés pour un job d'été à France Télévisions ne respectent pas les consignes de la direction de promotion de la diversité ethnique. On est sur beaucoup de jeunes Européens. On se croirait à Libé, en fait. Oui, exactement. On se croirait à Libé ou dans d'autres rédactions qui prônent la diversité. Donc, pas de diversité ethnique malgré les injonctions féroces de France Télévisions, notamment de sa patronne Delphine Ernotte. Et surtout, et ce qui est le vrai manque de diversité que Jean-Yves pointe souvent du doigt, et je suis à sa place aujourd'hui, donc je le fais, pas de diversité politique, et ça, c'est vraiment beaucoup plus inquiétant. On a une France qui est sans doute très uniforme au niveau idéologique. Statues en Martinique, plusieurs statues abattues. Oui, c'est la folie iconoclaste qui continue avec des statues de Joséphine de Beauharnais qui a été déboulonnée, une autre de Pierre Belin d'Esnambuc qui a été également déboulonnée. On a également vu la plaque d'une rue Victor Hugo abattue avec l'enseigne LCL qui, elle, restait en place, comme quoi les révolutionnaires le sont plutôt contre les anciens auteurs européens plutôt que contre la banque. Et ces déboulonnages, ils ont choqué, une fois de plus, c'est la poursuite logique de ce qui s'est passé il y a déjà quelques semaines. On a par exemple ce bel article dans le Figaro Vox, déboulonnage de la statue de Joséphine, le cri de colère de l'historien Patrice Guénifet, avec cette phrase.
Le passé d'un pays, de tout pays, est indivis. Lui appartenir, c'est en accepter l'histoire, toute l'histoire, le positif comme le négatif, notion dont le contenu change avec le temps. On ne trie pas l'histoire d'un pays, nous en sommes tous le produit, elle nous a fait. On n'a ni à regretter, ni à se repentir, notre histoire est notre histoire, notre bien indivisible. Ce qui, à mon avis, clôt la polémique théoriquement. Et on a cet appel d'Alain Finkielkraut relayé par Valeurs Actuelles. Touche pas à mon histoire, contre la haine de soi, la repentance et le déboulonnage des statuts. C'est donc un mouvement quand même, au Figaro, à Valeurs Actuelles, d'opposition face à cette folie iconoclaste qui touche la Martinique et qu'il faut surveiller de près parce que malgré tout, ça peut avoir des résonances même en métropole dans les jours à venir. Alors, moins bien que Caroline Fourest, c'est Alice Coffin, la petite nouvelle. C'est un peu le même modèle. Hein. Elle fait parler d'elle dans les médias. Cette élue parisienne militante LGBTQI a milité pour la démission de Christophe Gérard, accusé d'être lié à Gabriel Matzneff, ce qui lui a valu l'inimitié d'Anne Hidalgo, le maire de Paris, mais aussi d'être cyberharcelé, selon elle. Oui, alors cyberharcelé, pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'occasion de sa lutte contre Christophe Gérard, adjoint à la mairie de Paris, et reconnaissance de Gabriel Matzneff, et donc critiqué pour cela, eh bien, un extrait d'un débat sur RT avec Guillaume Bernard est ressorti à la lumière, et ce qui lui a valu donc un cyberharcèlement selon elle. On va regarder l'extrait, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, et ça évite que mes enfants le soient aussi. Il faut aussi rappeler quelques chiffres sur les pères. C'est un petit peu dramatique qu'on brandisse cette référence paternelle comme ça sans savoir la réalité, c'est quoi la paternité dans le monde actuellement, c'est. Donc les propos sont tellement délirants que j'ai même pas besoin de temps les commenter. Évidemment que si on prend la voiture, on a une chance minime de se tuer, mais ça ne veut pas dire que toutes les voitures, que prendre sa voiture à tous les coups nous fait risquer un accident. C'est complètement délirant. En tout cas, elle a donc une protection policière, hein, a priori, et Martial Bilk a noté sur Twitter que c'était assez ironique, sachant qu'elle avait manifesté récemment avec un panneau lesbienne contre les violences policières, voilà, donc peut-être que ça va lui ouvrir un petit peu l'esprit. En tout cas, le vrai choc de cette affaire, c'est bien d'apprendre que la féministe radicale, comme le dit Valeurs Actuelles, Alice Coffin, enseigne le journalisme à l'Institut catholique de Paris. Voilà. Alors, elle a travaillé quelques années pour 20 minutes, ce qui fait d'elle une grande journaliste, bien entendu. Et désormais, elle enseigne l'écriture journalistique à l'Institut catholique de Paris, à l'Université Paris 1. L'activiste est partie aux États-Unis, nous apprend à Valeurs Actuelles, pour étudier le traitement des questions LGBT dans les médias. Et en 2013, elle a cofondé l'Association des journalistes LGBT. Donc c'est un palmarès qui justifie totalement un emploi à l'Institut catholique de Paris, a priori. Ça laisse songeur. On va suivre attentivement ce qui va se passer du côté de cet Institut catholique dans les jours à venir. Sans transition, une nouvelle fois, Eugénie Bastier cette fois-ci. Oui, Eugénie Bastier qui rejoint CNews. Et ça n'a pas plu à l'Obs, qui s'est fendu de plusieurs tweets. La chroniqueuse de la droite dure, Eugénie Bastier, arrive sur CNews. Et un autre tweet. Pourfendeuse du progressisme, catho revendiquée, fan du Puy du Fou de Philippe de Villiers, la journaliste ultra-conservatrice Eugénie Bastier rejoint CNews. Donc là, c'est le bingo de la gauche, hein, clairement. Donc Eugénie Bastier est présentée comme une espèce de diable. Donc elle s'en moque un petit peu, hein, en déclarant que quant à catho revendiqué, c'est tout bonnement délicieux. J'imagine que cela signifie que seul un catholicisme honteux mérite de se passer d'adjectifs, ce qui est assez juste. C'est pas méchant d'être catho, parce qu'à la catho, il y a Alice Coffin, donc finalement... Oui, finalement, c'est à peu près la même chose. En tout cas, ce sont des accusations délirantes, puisque Eugénie Bastier n'est évidemment pas une ultra-radicale. C'est quelqu'un qui, au contraire, adopte des positions modérées, fait beaucoup d'efforts de modération. Et alors des efforts qui sont a priori vains, c'est-à-dire que quand on a Alice Coffin en face, eh bien, on se retrouve toujours, même si on essaie de donner des gages, on se retrouve toujours la tête sur le billot. Et puis si on remplace catho revendiqué par un autre monothéisme, quel qu'il soit, on imagine qu'il y a eu des soucis pour le journaliste qui écrit ça. Complètement, donc c'est assez délirant, surtout qu'en plus Eugénie Bastier, certes, elle s'affirme catholique, mais c'est pas non plus ce qu'elle met en avant à chaque fois, très loin de là, donc c'est assez incroyable. Et ce qui est plutôt positif, c'est qu'elle a reçu le soutien de Dominique Seux, qui est le directeur délégué de la rédaction des Échos, qui débat souvent avec elle sur LCI, et qui lui a donc apporté son soutien effectivement en disant que c'était absolument délirant de la traiter de cette manière, voilà.
Alain Soral arrêté, le Huffington Post jubile et écrit Alain Soral, l'essayiste multirécidiviste d'extrême droite arrêté. Donc on peut être essayiste multirécidiviste comme forcément Alain Finkielkraut, comme n'importe qui écrira des livres. Ce sont des multirécidivistes. Oui, le titre n'est pas heureux, effectivement, c'est une erreur. C'est une erreur du Huffington Post. Ils auraient dû dire le délinquant multirécidiviste, qui aurait eu un sens. Là, si tant est qu'il soit délinquant. Oui, le séisme multirécidiviste, en tout cas, ça n'en a aucun. Ce qui est certain, c'est que donc Alain Soral a été interpellé, placé en garde à vue. On n'a aucune information, à l'heure où on enregistre cette émission, sérieuse sur le motif de ce placement en garde à vue. Il a été question, juste avant qu'on entre en studio, d'une menace ou contre un représentant de la nation. Bon, à voir. En tout cas, on sait que le leader de la LDNA qui attaquait ouvertement la France et la nation dans les rues de Paris n'a pas été placé en garde à vue. On va attendre, on va garder... Peut-être que l'arrivée de Dupond-Moretti à la justice n'est pas complètement... Toutes les hypothèses sont ouvertes. En l'état, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'éléments pour juger, mais en tout cas, il a été arrêté, ce qui est une étape de plus. On a vu que les comptes, ces comptes YouTube avaient été censurés, tout comme ceux de Dieudonné, tout comme ceux de nombreux autres activistes dissidents d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on en pense par ailleurs, dans ces derniers jours. Donc c'est quand même un signe... Et il ne bénéficiera pas de la docilité qu'a pu... avoir le clandestin rwandais de Nantes, on peut l'imaginer, alors qu'il a mis le feu à rien du tout, si nos informations sont exactes. On verra, mais en tout cas, en l'état, c'est difficile de juger. On suivra ça, évidemment, avec attention. Sans transition, on continue sans transition. Génération Identitaire a sorti une nouvelle banderole qui a fait parler. Le député français Sira Silla s'inquiétait publiquement du tort causé à l'Afrique par le Covid-19 qui ralentit les transferts d'argent des descendants africains depuis la France. De quoi faire réagir Génération Identitaire qui a rappelé par une banderole déployée devant la permanence de ce député qu'elle était bien élue française et pas africaine. Ouais, c'est un coup de chapeau à Génération Identitaire qui a une fois de plus déployé une banderole polémique, enfin, qui a fait polémique puisqu'en soi elle n'est absolument pas polémique évidemment. Aider les Français, pas les Africains, ce qui quand on est député français semble plutôt logique, mais évidemment ça a choqué le monde politico-médiatique avec Le Monde, la députée ciblée par le groupe d'extrême droite Génération Identitaire, le Huffington Post, la députée Sira Silla visée par une action xénophobe de Génération Identitaire, Gérald Darmanin qui a condamné les comportements ignobles, tout bonnement de Génération Identitaire. Plus rapide que pour condamner le crime de Lyon d'ailleurs. Exactement, ça c'est sûr que c'est plus rapide. Et heureusement, il y a quand même quelques soutiens médiatiques, comme par exemple Gabriel Cluzel, qui tweet « Donc, pour le gouvernement, cette banderole et ces 3 pancartes sont indignes, ignobles, abjectes, haineuses. En revanche, les drames de ces derniers jours relèvent de l'incivilité. Ce pays ressemble de plus en plus à un roman de Kafka. Difficile de voir les choses autrement. » Et d'ailleurs, je crois que le prochain sujet est un petit peu de cet ordre-là. Avec des autocollants, pour ceux qui aiment les décalcomanies. It's okay to be white, ça veut dire c'est bon d'être blanc. Avec la Nouvelle République, qui est la NR, c'est marrant aussi ça, s'est ému d'un autocollant dit raciste à Châteauroux. Oui, effectivement. Donc la Nouvelle République, un autocollant raciste collé sur une école élémentaire. Donc It's okay to be white, effectivement, ça veut dire c'est bien d'être blanc, voilà, en anglais. Et la Nouvelle République qui est très affûtée, un voire 2 autocollants. Attention. Le Berry secoué par l'extrême droite. D'une taille de 1 sur 7 cm, c'est extrêmement précis. On ne sait pas s'ils sont 1 ou 2, mais on connaît la dimension par cœur. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Et la Nouvelle République qui parle d'un incident heureusement isolé selon eux. Donc on est dans le délire absolu. Sur la grille de l'école élémentaire Jean Moulin. Oui, c'est vraiment incroyable. Un article écrit par Azilise Lebert, qui est journaliste à la Nouvelle République. Et donc, on a tous les moyens de la Nouvelle République, un article, le directeur académique qui se mobilise, etc. Tout ça pour 1 ou 2 autocollants, on ne sait pas trop. Ça fait beaucoup d'indignation pour peu de surface adhésive. Bernard de la Villardière à présent. Oui, Bernard de la Villardière qui se radicalise chaque semaine un peu plus, clairement. On l'avait vu reconnaître qu'effectivement, dans sa carrière journalistique, il avait caché les prénoms des suspects pour éviter de faire monter le Front National. Et bien là, cette semaine, il attaque Jean Castex qui, à l'occasion des 4 ans de l'assassinat du père Hamel par un terroriste islamiste, appelait à s'unir face à la barbarie terroriste et à l'obscurantisme, et Bernard de la Villardière qui lui répond « Cet obscurantisme a un nom, l'islamisme ». Voilà, donc c'est quelque chose qu'il est bon d'entendre de la part de Bernard de la Villardière, sachant qu'il n'est pas seul dans les médias à défendre cette position. On a également Sonia Mabrouk,
qui déclare « Incivilité à la place d'ensauvagement, obscurantisme pour ne pas dire barbarie islamiste, et la liste est longue, on en est encore là à débattre des mots justes. » Et des mots justes, c'est effectivement, le gouvernement n'en a pas, et c'est bien de voir des journalistes plutôt, on va dire, mainstream, eh bien, se porter défenseurs de la vérité, tout simplement. Et on reste sur les mots justes sur BFM, aussi étonnant que cela puisse paraître, avec Oberton qui est évoqué. Et le livre de Laurent Oberton, c'est La France Orange Mécanique, qui a fait effectivement énormément de bruit, parce qu'on a parlé, disons les choses clairement, d'un bouquin de facho, avec des idées de facho. Et aujourd'hui, tout le monde s'empare du contenu de ce livre et tout le monde reprend des propos un peu à sa sauce. Oui, parce que l'actualité prouve que quelque part, ce qui est écrit dans ce livre, et peu importe que ce soit des idées de gauche ou de droite, c'est la vérité, c'est la vérité sur ce qu'il se passe dans notre pays. C'est important de le dire. Ouais, alors c'est assez exceptionnel, faut noter, Dominique Rizet qui évoque Laurent Oberton en bien en parlant de ce livre La France Orange Mécanique, qui avait été, il le rappelle, un peu considéré comme un bouquin de facho à l'époque. Sauf que il se dit, finalement, vu tout ce qu'on voit ces derniers jours, eh bien, il avait peut-être raison, Laurent Oberton, et il a l'honnêteté de le reconnaître. Ce qui est plutôt juste. Et on voit d'ailleurs autour de la table que les journalistes sont plutôt d'accord avec Dominique Rizet, ce qui montre bien que le vent est en train de tourner et c'est plutôt une note positive sur laquelle on peut terminer cette revue de presse. Passons au second sujet à présent. Criminalité, qui sont les jeunes ? Criminalité, qui sont ces fameux jeunes? Il ne se passe pas une journée sans que des médias évoquent ces fameux jeunes. Ils sont violents, dealers, voleurs, violeurs ou meurtriers, mais ils sont avant tout jeunes pour les journalistes. Nicolas, qui sont-ils? Alors c'est une excellente question et je pense que nous ne sommes pas les seuls à se la poser, ces fameux jeunes. Alors déjà, on va revenir sur quelques méfaits récents de ces jeunes. C'est vraiment parcellaire. Il y a, évidemment, c'est un échantillon très minime, mais de cette semaine passée, on a par exemple Le Progrès qui nous parle d'une nuit d'affrontement entre jeunes et forces de l'ordre à Rieux-la-Pape. On a à Bordeaux des policiers victimes d'un guet-apens par une quinzaine de jeunes. Un habitant de Clermont-Ferrand violemment agressé par 3 jeunes gens. On a au Muret une musique trop forte, violence et coups de feu avec les coupables, un groupe de jeunes garçons. Dans la Loire, une centaine de jeunes bloquent la circulation sur 2 voies pour un rodéo. Alors, ce qui est assez amusant, c'est d'ailleurs dans cet article le ton journalistique. Décidément, la saison est au rodéo et celui-là était grandiose. En parlant même finalement d'une cinquantaine de véhicules qui ont ralenti la circulation. Donc, c'est des jeunes ou des véhicules, mais on n'en sait pas plus. Voilà. On a également à Gradignan quelqu'un qui défend ses copines et se fait taper dessus par 2 jeunes. À Torcy, un agent de sécurité agressé au couteau par des jeunes. À Tours, 2 jeunes interpellés après une agression au couteau. Agressé sur l'autoroute A51 entre Marseille et Aix pour un coup de klaxon, par 2 jeunes, voilà. Et on a également un maire agressé en Isère pour une affaire de pétard, avec les coupables, là encore, des jeunes. On va regarder un extrait tout de suite. Vers 20h30, 6 jeunes en scooter lancent des pétards contre les murs de l'église. Le maire de 51 ans, alors en conseil avec son équipe, sort pour raisonner le groupe. La situation dégénère. Le maire est arrivé pour essayer de calmer le jeu, de les calmer, de leur dire que qu'il ne fallait pas faire des choses comme ça contre les murs de l'église, même ailleurs d'ailleurs dans le village. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de s'expliquer. La violence a été très très rapide et presque instantanée. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'on apprend d'ailleurs que les pétards jetés par ces fameux jeunes l'ont été contre une église. Bon, bref, on n'en dira pas plus. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce terme « jeune », c'est qu'on est dans la novlangue, cher à Jean-Yves Le Gallou. C'est clairement un vocabulaire de minoration qui tend à relativiser les crimes et les délits, et notamment le profil des personnes. Si c'est un jeune, on a tendance à lui pardonner. Donc c'est vraiment de la minoration totale. Et c'est aussi de la dissimulation de la part de journalistes qui refusent de donner les prénoms et qui refusent de donner des indices sur les origines, on va pas se mentir, ethniques des criminels. Voilà, donc on dit jeunes, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des jeunes de cité, bien entendu. Mais c'est un terme lambda utilisé par les journalistes pour cacher l'origine de beaucoup de ces délinquants. Et on le voit d'ailleurs, c'est la même gêne en fait, quand les journalistes emploient le terme jeune, c'est la même gêne que lorsqu'ils sont confrontés au fait que l'incendiaire de la cathédrale de Nantes soit un clandestin rwandais
Ils emploient l'homme, un bénévole, on l'a vu. Et bien là, ils emploient jeune pour éviter de donner les prénoms, pour éviter de donner l'origine. C'est de la dissimulation, c'est de l'occultation tout simplement. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a un petit indice avec ce tweet de conflit de qui sont ces jeunes. Là, c'est dans le bon sens du terme. Donc parfois, les jeunes ne sont pas que des criminels ou des délinquants, mais sont aussi des gens qui font des bonnes actions. Avec ces 5 jeunes qui ont porté secours à un homme de 80 ans dont le véhicule était bloqué sur des rails près de Rouen. Donc voilà, ces fameux jeunes, on a peut-être un exemple, un échantillon, non représentatif évidemment, mais un échantillon quand même. Et ce qui est frappant, c'est que ces jeunes n'ont pas l'air si jeunes que ça, par ailleurs. Donc ça, c'est encore un autre détail. J'imagine que ce premier coup de chapeau en appelle un deuxième. Oui, après ce coup de chapeau à ces jeunes, évidemment, vous avez tout à fait compris mon propos, eh bien, un coup de chapeau final au Monde diplomatique qui sort un dossier sur France Inter et qui est assez incisif, assez corrosif. Je vous lis un extrait. Sociologiquement, idéologiquement, la chaîne généraliste du service public, France Inter, donc, censée donner une image la plus réaliste possible de la société française, semble s'adresser à une France particulière, au point de mépriser les auditeurs qu'elle juge indignes de ses lumières, s'interroge le Monde diplomatique. C'est assez juste et effectivement, immédiat, on épingle suffisamment France Inter pour saluer le Monde diplomatique qui fait de même, qui emboîte le pas un petit peu à immédiat, donc c'est une bonne chose. Quand est-ce qu'on se retrouve ? Quand est-ce qu'on vous retrouve plutôt ? Alors, quand est-ce qu'on vous retrouve ? Oui, parce que à la rentrée, ce sera avec Jean-Yves, même si vous êtes un formidable animateur, bien entendu. Ça sera à la rentrée, ça sera donc le jeudi 22 ou 23 août, puisque ce sera, d'ici là, ce sera les vacances pour TV Liberté. Eh bien, d'ici là, bonnes vacances. Bonnes vacances, et puis... Mettez un pouce bleu sur la vidéo, partagez-la, commentez-la. Exactement, et puis on se retrouve à la rentrée.